Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Éco. Notre invité cette semaine, Ludovic Malo. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre, merci pour votre invitation. Ludovic Malo, vous êtes franco-suisse, vous êtes passé par une formation de type école de commerce et management international. Vous avez travaillé aux États-Unis entre 2000 et 2004. Vous êtes aujourd'hui consultant et vous avez publié cet ouvrage, Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête et l'or physique à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. On va parler de beaucoup d'autres sujets que de monnaie, mais on va en parler avec vous, Ludovic Malo. Avant de commencer, je ne peux que vous inciter, comme d'habitude, à cliquer sur le pouce en l'air, à nous laisser vos commentaires et à partager un maximum cet entretien pour un meilleur référencement sur Internet. Alors, avec vous, Ludovic Malo, faisons un petit peu le sommaire des sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. On va s'intéresser au développement des crypto-monnaies, à la digitalisation des actifs réels. On évoquera aussi le franc suisse comme fausse monnaie refuge. C'est en tout cas ce que vous pensez, vous, Ludovic Malo. Les prix de l'électricité qui vont continuer à augmenter, notamment à cause de l'Union européenne. L'arrestation du patron de Telegram, Pavel Durov, qui a été remis en liberté tout de même, l'occultation de certains brevets par la haute finance et le projet de destitution d'Emmanuel Macron actuellement en cours. Alors, commençons sur les crypto-monnaies. Si vous voulez bien, Ludovic Malo, vous dites que ces crypto-monnaies, le monde est en train de se les accaparer, mais au-delà de leurs moyens de faire de la spéculation, pourquoi les voyez-vous comme une véritable révolution technologique? Quels sont les enjeux, les possibilités pour les Français ? Alors effectivement, on est en plein dans le monde des crypto-monnaies qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Il y a eu le web 2.0 avec le e-commerce dans les années 90. Donc à ce moment-là, personne n'aurait imaginé qu'on achète une télévision ou n'importe quel autre produit, un produit ménager par exemple, sur Internet. Et pourtant, ça fait son chemin. Donc de fil en aiguille, les gens se sont habitués à pouvoir utiliser Internet comme un moyen essentiel pour pouvoir faire des transactions, faire des achats et avoir, entre guillemets, un meilleur deal qu'on aurait pu l'avoir dans un magasin. Donc il y a toute cette technologie liée à Internet qui s'est développée. Et maintenant, on est dans le Web 3.0, donc cette technologie qui s'appuie sur la blockchain, qui est révolutionnaire puisque c'est le Bitcoin qui a initié cette nouvelle technologie. En 2009. Voilà, et qui a ouvert la porte à une désintermédiation et une décentralisation qui a de nombreux avantages en fait. Alors justement, cette désintermédiation, parlez-nous-en. Quel était l'intermédiaire aujourd'hui dont on peut se passer avec ces crypto-monnaies ? Alors l'intermédiaire aujourd'hui qui était obligé, je dirais, c'est le système bancaire classique. Qui nous obligeait à avoir affaire à des intermédiaires de tout ordre, des intermédiaires financiers, les banques, et d'être, entre guillemets, otages de leurs frais bancaires, de leurs conditions. Et aujourd'hui, le jeu de cartes est complètement redistribué. Et donc, chacun d'entre nous peut reprendre en main sa destinée financière. Mais Louise Benhamou, elle parlait carrément d'un régime bancaire auquel on est soumis, quoi. Oui, tout à fait. Donc ce régime bancaire est très inquiet parce qu'il y a cette nouvelle technologie qui est une évolution naturelle d'Internet, qui est une nouvelle couche qui vient se développer et qui permet donc de pouvoir faire des transactions ultra rapides à un très faible coût, totalement sécurisé, avec une très grande transparence. Ouais. Ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir tout contrôler et vérifier ce qui se passe. Et le système classique, le système bancaire classique, n'apprécie pas trop ça, mais ils sont obligés de s'y mettre, c'est inéluctable en fait. Qui est derrière une crypto-monnaie ? On sait finalement assez peu de choses sur le Bitcoin. Qui crée une crypto-monnaie en fait ? Alors derrière la crypto-monnaie, le Bitcoin en réalité, parce qu'il faut différencier entre crypto-monnaie et crypto-actif. Donc déjà la crypto-monnaie, par définition, c'est une monnaie numérique qui est à usage sur Internet, qui est indépendante du réseau bancaire et qui est liée à un système
cryptée. Donc ça, c'est la crypto-monnaie et donc le Bitcoin en tant que tel est une crypto-monnaie. Après, il y a les crypto-actifs. Donc c'est toutes les altcoins qui sont dérivés du Bitcoin qui se sont développés. Donc ces crypto-actifs sont des actifs numériques virtuels et qui reposent justement sur cette technologie de la blockchain, donc de chaîne à blocs, donc de validation, on en avait parlé la dernière fois, et donc à travers un registre décentralisé, un protocole informatique qui est crypté. Donc un cryptoactif n'est pas une monnaie. Donc il faut bien différencier la crypto-monnaie qui est, par exemple, comme le Bitcoin, qui peut être utilisée comme une monnaie, et les cryptoactifs. Je vais vous donner un exemple, la crypto Link, qui est une crypto utilisée par les entreprises comme preuve de réserve, preuve de stock. Tu as un cryptoactif, mais n'est pas une monnaie en tant que telle. Alors, une crypto-monnaie, Ludovic Malo, s'appuie sur ce qu'on appelle une blockchain. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, justement, il y a plusieurs définitions de la blockchain. Il y a des définitions multiples, ça dépend où on va chercher l'information. Mais grossièrement, une bonne définition qu'on a de la blockchain ici, c'est la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle central. D'accord. Donc voilà, c'est une technologie qui cryptée qui permet de valider des transactions de manière décentralisée. Sans l'intermédiaire d'une banque. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de blockchains ? Alors il y a environ 50-60 blockchains. Est-ce que c'est la blockchain du Bitcoin qui a été la première à avoir été créée ? Exactement, c'est la création du Bitcoin et du protocole du Bitcoin qui a permis de développer toute une technologie pour pouvoir déployer des solutions diverses et variées, sécurisées, transparentes. Comme je disais tout à l'heure, les individus peuvent contrôler et vérifier les transactions. Et puis, donc rapidité, transparence, sécurité et très faible coût. On peut faire aujourd'hui des mouvements sur la blockchain à un coût extrêmement faible. Vous parlez d'une indépendance de cette blockchain, mais certaines personnes parlent de contrôle du Bitcoin, puisqu'on en sait très peu sur cette crypto-monnaie, par des agences gouvernementales américaines. Oui, alors on en a parlé la dernière fois par rapport au Bitcoin. Il y a certaines choses qui se passent actuellement sur le Bitcoin. Il y a des fonds institutionnels qui ont ralenti leurs achats en Bitcoin. Il y a eu des mouvements en dents de scie ces dernières semaines. Le Bitcoin est descendu à 55 000 $, je crois. Et puis, là, il est en train un petit peu de remonter, mais comme le disait Marc Burki, qui est en fait le PDG de Swissquote. Ouais. Le PDG de Swissquote qui disait au mois d'avril que le Bitcoin a perdu son statut d'or numérique. Donc ça a une très grande importance. Oui, on a pu constater, c'est ce que vous développez dans vos travaux, une baisse justement d'achat de Bitcoin par les grandes institutions style fonds de gestion. Exactement, des fonds institutionnels qui investissent massivement sur des produits spéculatifs. Donc le Bitcoin est un produit financier spéculatif. Ce n'est pas une monnaie en tant que telle. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'une vraie monnaie n'est pas soumise à des variations et à de la spéculation. Donc le Bitcoin est influencé notamment par des baleines, on appelle ça des baleines, donc des grosses institutions, des gros intervenants qui font bouger le cours à la hausse et à la baisse et ils font de la spéculation. Derrière, il y a aussi des algorithmes, des ordinateurs qui écrèment et qui font de la spéculation. Après, il y a l'ETF de BlackRock qui a été lancé et qui est justement un moyen, d'une certaine façon, pour contrôler le cours et faire de la spéculation. Ce d'autant plus que le Bitcoin est exposé aussi à de fausses liquidités, clairement. Je parlais de la fausse monnaie, la monnaie fiat, la monnaie scripturale qui est créée par les banques centrales et qui permet à des intervenants privilégiés d'avoir accès à des liquidités et de les investir sur justement ces produits spéculatifs. Alors c'est vrai dans le shadow banking, c'est vrai sur le Bitcoin, des produits hautement spéculatifs. Donc voilà, le Bitcoin, il a beau être fixé aujourd'hui sur un certain nombre de jetons, mais il y a des mouvements spéculatifs et une volatilité qui fait que son avenir est assez incertain en fait.
Alors vous quand même, vous évoquez l'apparition prochainement de réseaux blockchain, notamment pour les entreprises. Comment ça fonctionnerait ? Alors ces réseaux, ils existent déjà, depuis déjà de plusieurs années. Il y a des réseaux qui sont en train de se développer. Et donc les entreprises sont obligées de suivre le pas de cette nouvelle technologie, de s'adapter et de travailler sur la blockchain pour développer leurs projets et de s'assurer aussi qu'il y a une sécurité, une transparence. Par exemple, on va parler de Telegram tout à l'heure. Je vous posais en off la question si vous utilisiez Telegram. En fait, sans le savoir, vous êtes sur la blockchain. Vous utilisez la blockchain tous les jours en utilisant Telegram. Telegram utilise la blockchain. Tout à fait, à travers la crypto TON, T-O-N. Donc c'est le réseau Telegram sur la blockchain. Ouais. Alors on verra que c'est notamment pour ça que Pavel Durov a eu ses ennuis avec la police française. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien la révolution de la crypto-monnaie qui est en train d'arriver dans le système monétaire international, est-ce que vous pourriez essayer de nous faire comprendre les différences entre ce système monétaire international issu de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ce phénomène crypto-monnaie qui émerge au sein de ce système international monétaire ? Alors, ça n'a rien à voir. Déjà, il faut faire la différence entre les actifs algorithmiques, donc qui sont sur la blockchain, et puis les actifs physiques, par exemple les métaux, l'or, l'argent, métal, qui ont été utilisés jusqu'à présent dans des accords internationaux, notamment Bretton Woods, pour imposer à l'ensemble des pays du monde un système monétaire. On a vu que jusqu'à 1971, les Américains cherchaient à contrôler le système monétaire, notamment avec les pétrodollars, mais aussi avec l'or et les métaux, en faisant en sorte que la monnaie, le dollar américain, ne soit plus adossé à un actif réel, en l'occurrence l'or et puis l'argent métal. Parce qu'il y a eu aussi toute une propagande et des mesures techniques et des contraintes pour démonétiser aussi l'argent métal aux États-Unis. Puis ensuite, c'est développé en Europe, mais avant, l'argent métal était utilisé par toute la population pour pouvoir se préserver de l'inflation et de l'hyperinflation. Est-ce que ces crypto-monnaies sont des actifs aussi sûrs que l'or physique ? Alors, il ne faut pas confondre, ça n'a rien à voir. Je parlais d'actifs algorithmiques, donc une détention virtuelle, et puis des actifs physiques, donc la détention sensorielle. Avoir de l'or et de l'argent métal, ce n'est pas la même chose qu'avoir une détention virtuelle. Donc l'un ne remplace pas l'autre, ce sont deux choses totalement différentes. Quel serait l'avantage de la crypto-monnaie sur l'or physique ? Alors, l'avantage de la crypto-monnaie par rapport à la détention physique, alors la détention physique, c'est bien, je le recommande. C'est en complément de crypto adossé potentiellement à l'or et à l'argent métal. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, détenir de l'or ou de l'argent métal, ça présente un certain nombre de désavantages. Déjà, vous avez des commissions à l'achat et à la vente. C'est pas très liquide, parce qu'il faut garder ça quelque part, soit chez vous, ça peut poser des problèmes de sécurité, soit en gardiennage, il y a des frais de gardiennage, et puis c'est pas très liquide. Et puis bon, surtout, vous avez du capital qui est immobilisé, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien si vous mettez de l'or dans un coffre, voilà. Ok, vous mettez à l'abri. C'est une assurance, quoi. Bah voilà, c'est une assurance, vous mettez votre capital à l'abri, mais ça ne rapporte rien, en fait, il n'y a pas de rendement. En fait. Voilà. Par rapport contrairement à la crypto, où justement vous pouvez avoir de la crypto 100% adossée à l'or et à l'argent métal, qui vous permet de déjà pouvoir acheter du métal quasiment au prix spot, en tout cas autour de 2%, alors que si vous achetez du physique, la commission elle va osciller entre 3 et 10%. Donc voilà, après le gros avantage de la crypto, c'est que c'est fractionné, donc vous pouvez acheter de l'argent métal au gramme, vous pouvez acheter de l'or au milligramme. Voilà, c'est très liquide, vous pouvez sortir ça très rapidement. Et puis vous avez la possibilité, donc moi je connais deux sociétés qui font de la crypto adossée aux métaux précieux, c'est Kinesis et Lot3.
LOD3.FI et Kinesis.money. Donc ces deux cryptos qui, à mon avis, ont beaucoup de potentiel à l'avenir, permettent d'acheter du métal de manière très fractionnée. Donc ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, même dans les pays en voie de développement qui sont soumis à une hyperinflation, de mettre à l'abri leur capital, même avec des très petites sommes en fait. Pour 10 euros, 10 dollars, vous pouvez acheter de l'argent, vous pouvez acheter de l'or, parce que c'est au milligrammes en fait. Donc ça, c'est un très gros avantage. Aussi, l'autre avantage, c'est qu'il y a des solutions maintenant qui se mettent en place avec une carte où vous pouvez, une carte Visa par exemple, vous pouvez faire vos achats dans les commerces avec de l'argent métal. Donc voilà, ça présente des avantages considérables, plus l'option qui est aussi possible de se faire livrer les jetons numériques en physique, parce qu'il y a un rapport de confiance qui est important. Donc il y a aussi la possibilité de se faire livrer les jetons en physique. Donc une crypto-monnaie qui est un actif virtuel, on l'a compris, mais qu'est-ce qui se passe en cas de panne électrique, de blackout, ou comme ce qui s'est passé en juillet dernier avec cette panne informatique mondiale liée à Microsoft ? Alors là, on parle de cybersécurité, il ne faut pas tout mélanger. Il y a la partie menace, cybermenace, cyberterrorisme, attaque informatique, etc. Donc là, qui est plutôt sujet à ce type de choses, c'est plutôt les gouvernements, des institutions X, Y, Z. Et puis donc voilà, il ne faut pas confondre ces problèmes de cybersécurité puis des problèmes d'alimentation d'électricité. Alors l'électricité, on ne peut pas s'en passer. S'il n'y a plus d'électricité, c'est toujours temporaire, de toute façon. Donc c'est pas un problème... On ne peut pas perdre des actifs digitaux s'il y a un problème. Le problème, il est toujours temporaire. S'il y a une coupure d'électricité, il y a une coupure d'Internet. Vous voyez, si vous avez une coupure d'électricité chez vous, quand elle est rétablie, ça ne veut pas dire que vos mails ont disparu, que vos avoirs ont disparu. Non, tout est... Effectivement, la porte d'entrée, c'est l'électricité, mais aujourd'hui, on est tous dépendants de l'électricité. Donc, d'une façon ou d'une autre, même s'il y a des interruptions, ce n'est que temporaire. D'accord. Alors, on l'a dit, donc, ce Bitcoin a ouvert la voie à la désintermédiation du système monétaire, et vous ajoutez, cela ouvre aussi la voie à la tokenisation de tous les actifs. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de tokenisation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, justement, tokenisation des actifs, un token, c'est un jeton. Mais le jargon, c'est bien de connaître aussi les noms anglais. Donc on parle de tokenisation des actifs, digitalisation des actifs. Cette tokenisation des actifs est inéluctable. Elle a déjà commencé il y a déjà depuis plusieurs années. Elle est en train de se développer. C'est-à-dire que tous les actifs réels, ça peut être de l'immobilier, des voitures, tout type de produits ou d'actifs qui a une valeur potentielle, peut être digitalisé sous forme de jetons numériques. Et ça permettrait donc à des personnes qui veulent acquérir une part ou être propriétaires d'actifs numériques plutôt qu'avoir à passer à travers le système traditionnel bancaire, soit à travers des actions ou des obligations. En fait, c'est une forme d'action, c'est un produit d'action, quoi. En fait, je vous donne un exemple. Vous avez un hôtel, vous voulez tokeniser votre hôtel parce que vous avez des rénovations à faire. Ça vaut 40 jetons et on ouvre à la vente pour que quelqu'un en achète 3, une autre personne 5. Voilà, et puis ça vous permet d'avoir des liquidités à disposition. Puis en échange, vous allez donner un rendement à la personne qui est détenteur de certains jetons. Donc c'est comme si vous mettiez en vente sur la blockchain une partie de votre capital, une partie de votre actif, et puis que vous donnez la possibilité à des utilisateurs, des investisseurs, d'acheter une partie de votre propriété, et puis en échange de donner un rendement. Donc ça offre plein de possibilités à tous les niveaux pour pouvoir digitaliser en fait les actifs et puis pouvoir investir sur tout type de choses et mettre à disposition des liquidités pour aussi des entrepreneurs, des gens qui ont besoin d'argent et qui passent par le biais de cette tokenisation. Alors cette tokenisation, vous la qualifiez de plus grand transfert de richesse du monde. Qu'est-ce que ça va permettre à la personne qui achète du Bitcoin ? Alors, le Bitcoin... faut bien différencier le Bitcoin et puis la tokenisation des actifs. Ce sont deux choses différentes. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est une monnaie numérique.
qui n'est pas adossé à quoi que ce soit. Donc c'est un protocole de validation. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un protocole informatique de validation sécurisé, fiable. C'est pour ça qu'on appelle blockchain, en fait, qui valide des transactions. Il ne faut pas confondre donc le Bitcoin et la tokenisation des actifs. Ce sont deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques, d'institutions, de gestion de fonds qui sont en train de tokeniser leurs actifs, et les banques sont en train de s'y mettre plein pot parce que c'est vraiment l'avenir. En fait, c'est l'avenir d'Internet, c'est l'avenir naturel, c'est la nouvelle couche Web 3.0 qui est en train de se mettre en place. Mais sur ce transfert de richesse, alors, sur ce transfert de richesse, effectivement, transfert de richesse, ça veut dire qu'en fait, il y a des possibilités énormes et illimitées de tokenisation des actifs qui va permettre des opportunités qu'on n'avait pas avant, parce que c'était pas sur le marché, en fait. C'était pas à disposition, alors qu'aujourd'hui, ça va être possible de pouvoir digitaliser ces actifs, certaines propriétés. Ça peut être des minerais, ça peut être des stocks, ça peut être des produits, toutes sortes de choses qui n'étaient pas possibles avant, ou alors il fallait passer par un réseau traditionnel, soit retail, bancaire. Donc voilà, par exemple, quelqu'un qui a un réseau retail, donc de magasins, il va pouvoir aussi passer par un réseau blockchain pour avoir accès, mettre à disposition ses produits. Donc ça va mettre des bâtons dans les roues aux banques, ce système de tokenisation. Est-ce que le lobby bancaire, derrière, il n'est pas en train de menacer les gens qui s'intéressent à la tokenisation ? Alors, il s'inquiète, il voit ça d'un mauvais œil parce que je vous le disais tout à l'heure que la blockchain, c'est la rapidité, c'est la transparence, c'est la sécurité et c'est la fin du mensonge. C'est la fin de la société du mensonge. Donc, puisque tout est transparent et peut être vérifié par l'individu, il voit ça d'un mauvais œil. Et donc, ce mensonge, comment vous en parleriez de ce mensonge ? C'est le mensonge de qui envers qui ? En fait, le mensonge, il faut le voir plus comme l'opacité. C'est-à-dire que l'opacité n'est plus possible. L'anonymisation, quoi. Alors, il y a toujours un côté anonyme, mais on voit les transactions, on voit les frais. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la blockchain, vous faites une transaction, vous savez les frais que vous allez payer. Alors que quand vous allez dans une banque, vous avez tout un ensemble de frais qui sont cachés et qui sont pas transparents, en fait. Et du coup, ça exacerbe la concurrence. La blockchain va exacerber la concurrence. Donc ça, c'est dans l'intérêt public, parce que les gens seront plus à même de comparer les différents tarifs, les différentes prestations, et pour pouvoir acquérir des choses à un prix beaucoup plus raisonnable, avec des frais de transaction qui sont très faibles. Est-ce que l'euro numérique est en préparation, en toute logique, à la Banque centrale européenne et que les Français seront obligés d'utiliser, semble-t-il, est-il une crypto-monnaie ? Oui, alors ça va être basé sur la technologie blockchain. Mais il faut bien différencier aussi des blockchains privées et des blockchains publiques. Alors les blockchains privées sont montées par certaines banques, certaines choses, donc c'est fermé, on ne sait pas ce qui se passe, c'est opaque. Donc ils utilisent la technologie blockchain en termes de sécurité, rapidité, etc. Mais c'est un petit peu comme, je vous donne un exemple, vous avez un magasin, il y a des choses, mais sur la devanture, c'est noir, donc on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur et on ne voit pas ce qu'ils ont à proposer. Alors que quand c'est une blockchain publique, vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qu'il y a dans la vitrine, vous connaissez les frais de transaction, donc tout est transparent, donc vous ne pouvez pas mentir en fait. Et les crypto-monnaies, en fait, c'est la fin de la banque ? Alors, effectivement, ça remet en cause sérieusement le rôle des banques. On sait que les banques, en réalité, ne sont pas vraiment dans l'intérêt public, parce qu'on peut s'en passer. Et les banques centrales aussi ? Alors, les banques centrales, ça c'est encore pire. Les banques centrales ont été créées à la base pour soutenir un système de monnaie frauduleuse. Je l'avais expliqué plusieurs fois, je le répète. Les banques centrales ont été créées par cette oligarchie financière pour maintenir un système de monnaie fiat, de monnaie qui n'a aucune valeur intrinsèque, qui est créée à partir de nulle part, qui est de la monnaie dette en fait. Oui. L'arrestation de Pavel Durov, on en parle après la pause. On continue
continue notre entretien avec Ludovic Malo, notre invité, et avec cette question sur l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, donc, qui a été interpellé au Bourget, à l'aéroport, le 24 août dernier pour manque de modération sur sa plateforme Telegram. Il a été remis en liberté après 48 heures de garde à vue, je crois, le 28 août. Comment vous expliquez la décision des autorités françaises d'aller l'arrêter en descendant de son avion? Alors, effectivement, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Déjà, ce qui est important de dire, c'est que fondamentalement, Pavel Durov a été arrêté puisqu'il utilise la blockchain. Donc, Telegram fonctionne avec la blockchain. Exact. Donc ça montre les capacités et la puissance de la blockchain pour pouvoir mettre à disposition un réseau social qui respecte les libertés individuelles. Et, parce que contrairement à WhatsApp, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas sur Telegram? Eh ben, sur Telegram, donc la blockchain Telegram, qui est le réseau Ton, comme je disais tout à l'heure, la crypto-Ton est construite sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a des codes que la NSA n'a pas accès. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas modifier... La NSA, donc, qui est un service gouvernemental américain chargé d'espionner. Voilà. Edward Snowden avait fait des déclarations fracassantes sur la NSA et sur ses écoutes auprès des citoyens américains. Voilà, justement, ils n'ont pas les codes pour pouvoir contrôler Telegram. Ils n'ont pas les portails, les portes d'accès. Visiblement, ça a arrangé le président Macron, puisqu'on sait qu'il a été ou il est toujours utilisateur de cette plateforme Telegram et qu'il avait même rencontré Pavel Durov il y a quelques mois. Exactement. Donc déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que, selon Canard enchaîné, Monsieur Durov a été invité à Paris pour un dîner. Et il a été cueilli au Bourget et puis mis dans le panier à salade. Donc, il y a une fourberie derrière l'Élysée, même s'il démente. Donc, ce type de méthode est totalement inacceptable dans la société dans laquelle on vit. Mais est-ce que ce manque de modération sur sa plateforme, ça pose pas aussi quand même problème? Alors si, on a parlé de pédophilie, de vente d'armes, de trafic de drogue. Ça, c'est l'excuse. Ouais. C'est toujours l'excuse. L'excuse, c'est la pédophilie. On nous a fait le coup aussi pour l'euro numérique. Voilà, ouais. La pédophilie, le terrorisme, les stupéfiants, c'est le classique qu'on utilise pour dire « Ah ben non, vous ne pouvez pas utiliser ce réseau, vous nous devez modérer... même chose pour X avec Breton. Breton qui se permet d'envoyer une lettre à Elon Musk pour le mettre en garde, le menacer en fait. Non seulement le menacer, mais en plus s'immiscer dans les élections américaines. Donc c'est très grave ce qui se passe. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe là maintenant, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés de contrôler l'information, de contrôler le narratif. Et ce qui se passe avec Telegram, à mon avis, est la plus grosse erreur qu'a fait Emmanuel Macron. Parce que c'est en train de se propager, créer un tsunami international. Vous savez aussi que Pavel Durov a la nationalité française, ça ils ne le disent pas. D'accord? On le fait passer comme un Russe. Mais Pavel Durov a la nationalité française. Emmanuel Macron lui a octroyé la nationalité française pour bon service, mérite à l'État. Et tout d'un coup, il y a un revirement soudain où il y aurait une vingtaine de qualifications pénales pour ses activités. Tout d'un coup, il devient pédophile. Tout d'un coup, il serait complice de stupéfiants. Comment vous expliquez ce retournement de situation? Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que clairement, il y a deux choses. La première, c'est que Macron et ses complices et ses acolytes ont largement utilisé Telegram pendant la campagne électorale de 2017. Donc, potentiellement, il y a des choses compromettantes qui sont sur le réseau. Donc, je pense qu'il est très, très inquiet. Après, il y a les Américains derrière, il ne faut pas se leurrer. Donc, il y a l'État profond américain qui cherche à contrôler le réseau. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça on ne l'entend pas dans les médias de masse, c'est que Pavel Durov a aussi la nationalité émirati. Et les Émirats ont commencé à sortir les crocs en disant que
Si on voulait continuer à avoir du pétrole, il va falloir être gentil avec M. Durov. Alors, c'est surtout que Pavel Durov ils ont envoyé une lettre officielle, donc le ministère des Affaires étrangères émirati a envoyé une lettre officielle à Paris pour leur expliquer qu'il se devait d'offrir les services consulaires pour défendre ses intérêts. Donc, c'est un sujet hautement explosif. Je vous garantis que ça va faire beaucoup de vagues. Est-ce qu'on peut passer à cette actualité du franc-suisse avec vous, Ludovic Malot? Vous en prenez alors à cette monnaie comme les Français la considèrent comme valeur refuge et vous vous battez en brèche ça complètement. Pourquoi? Alors, les gens ont en partie raison de vouloir se réfugier sur le franc suisse. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1992, là, le franc suisse était une monnaie solide, honnête, qui était adossée au franc suisse avec donc, une monnaie adossée à l'or physique. Et la Suisse était l'un des pays au monde avec le plus de réserves d'or, il y avait quasiment 4600 tonnes. Pourquoi 92? Alors, parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de majeur que les gens n'ont pas réalisé. C'est que la Suisse a été poussée dans le Fonds monétaire international. Il n'y a pas eu de débat, ça s'est fait en toute discrétion. Il y a eu un changement de la Constitution en 1999. Et le Fonds monétaire international, je l'avais expliqué la dernière fois, est une organisation qui officiellement est là pour établir une forme de stabilité monétaire. Ça, c'est la façade. Ça, c'est l'écran de fumée. Ce qu'il y a derrière, c'est que cet organisme, en fait, manipule le système monétaire au profit des Américains. Vous savez que le FMI est à Washington. Le siège du FMI, ils ont tous une immunité diplomatique. Et en fait, il y en a un qui n'a pas eu l'immunité diplomatique, mais M. Strauss-Kahn. Oui, mais justement, il n'a pas eu l'immunité parce qu'il dérangeait. Il ne remplissait pas les critères de l'oligarchie. Et c'est pour ça qu'ils sont débrouillés pour trouver une histoire et monter Ah bon, et en quoi il ne répondait pas, il ne cochait pas les cases? Je n'ai pas le détail sur Strauss-Kahn, mais s'ils s'en sont débarrassés, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'il ait des responsabilités nationales. Et c'est comme Fillon, c'est la même chose. Fillon l'a écarté au dernier moment. On a trouvé une histoire de financement par sa femme des emplois fictifs. Donc ça, c'est tout c'est un coup monté. Revenons au franc suisse, s'il vous plaît, comme fausse valeur refuge selon vous. Oui, alors voilà, depuis 1992, la Suisse, le franc suisse n'est plus adossé en tant que tel à l'or physique. Elle s'est délestée de plus de la moitié de son stock. Elle a un petit peu plus de 2000 tonnes. On n'est même pas sûr qu'elle a vraiment cet or dans les coffres. On n'est même pas sûr s'il appartient encore aux Suisses. Ça se trouve, il est gagé, comme je disais pour la Banque de France. Donc on est dans la même situation. Et donc la Banque nationale suisse s'est considérablement exposée avec l'achat de titres. Donc de la dette étrangère et principalement américaine. Donc la vente d'or de la Suisse a financé la dette américaine. Donc il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça, beaucoup de Suisses qui ne réalisent pas ça. Et pourquoi c'est mauvais d'avoir de la dette américaine via le franc suisse? Parce que vous ne pouvez pas créer de l'argent à partir de rien. La dette américaine, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Donc en fait, normalement, s'il y avait beaucoup de personnes qui... Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui achètent du franc suisse. Donc, normalement, la monnaie devrait s'apprécier. Donc, les prix baisser. Donc, les Suisses devraient pouvoir en profiter. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, en fait, la BNS, personnellement, je considère depuis déjà des années, je le dis. La Banque nationale suisse? Oui, la Banque nationale suisse est une filiale de la Banque centrale américaine. Elle est aux mains de la finance américaine depuis déjà un certain moment. Et, les politiciens suisses ne contrôle absolument pas ce qu'elle fait. Elle s'est gravement exposée, ses bilans sont gravement exposés. Ma postfacière Liliane El-Kawam a mis son nez dans les bilans de la Banque nationale suisse. Et il se trouve qu'on suspecte aussi qu'ils utilisent le trafic des paiements, c'est-à-dire l'argent des entreprises et l'argent des déposants pour acheter des titres. Donc c'est très grave ce qui se passe. D'accord. Sur le sujet de l'énergie, vous dites que le prix de l'électricité va continuer à augmenter et vous pointez justement un scandale concernant les barrages hydrauliques français en lien avec l'Union européenne. De quoi il s'agit? Alors justement, l'électricité, c'est un sujet qui est important. On parlait de la blockchain tout à l'heure parce que
on est complètement Ça dépendant. en consomme énormément. Oui, bien sûr. Et puis on est dépendant de l'électricité aujourd'hui. Donc c'est une énergie qui est maîtresse dans toute la société. En fait, il y a 425 centrales hydrauliques et 600 barrages en France. En fait, c'est un complément à l'énergie nucléaire. Et donc, c'est une vraie force de frappe qu'a la France d'avoir ce potentiel hydraulique. Et il se trouve qu'il y a des manœuvres en coulisses pour faire en sorte que la France ne puisse pas vendre son électricité hydraulique sans l'ouvrir à la concurrence. Donc, il y a une organisation planifiée en coulisses et des menaces qui sont faites par le régime européen pour pouvoir démanteler en fait tout le réseau électrique au niveau hydraulique. Donc il y a beaucoup de concessions qui arrivent à échéance. Et en fait il y a un travail en coulisses qui est en train de se préparer, une hybridation entre le public et le privé sans savoir exactement ce qui est public et ce qui est privé. Donc je vous fais court, il y a une volonté d'acteurs privés, des prédateurs, pour s'approprier l'énergie hydraulique et se faire de l'argent sur le dos des Français. Comme ce qui avait été fait sur le dos d'EDF, permettre à des agents extérieurs de racheter l'électricité d'EDF pour le revendre à l'extérieur plus cher. Exactement. Donc créer une concurrence totalement artificielle pour pouvoir enrichir une poignée de privés et de s'approprier en fait ce que les Français ont payé avec leurs impôts pendant des années, c'est-à-dire la construction de ces barrages. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique, c'est que déjà, il y a un enjeu d'autonomie et de souveraineté énergétique, c'est pareil pour les centrales nucléaires, mais il y a un problème de maintenance, c'est-à-dire que ces barrages ne sont pas maintenus comme ils le devraient. Comme en fait les concessions arrivent à échéance, il n'y a pas de planification qui a été faite pour rénover. Comme ce qui a été fait avec les centrales nucléaires, avec la fameuse corrosion. Exactement. On empêche EDF de former, enfin en tout cas d'avoir suffisamment d'ingénieurs. Ce que disait Lévy, l'ancien PDG. On m'a dit que ma branche allait décliner, donc on ne forme plus d'ingénieurs nucléaires, voilà, et on ne peut plus rénover ces centrales. Voilà. Qui en ont besoin ou pas d'ailleurs. Donc il y a un démantèlement en coulisses, même si l'Union européenne réfute les accusations de privatisation, mais ce n'est pas autre chose. En fait, ils sont en train de travailler en coulisses et ils utilisent toujours la même stratégie. On le voit aussi dans d'autres secteurs, c'est une hybridation entre le privé et le public. Et cette hybridation, c'est le cœur nucléaire du World Economic Forum depuis des années. Le mélange public-privé. Ouais, depuis des années, pour ceux qui suivent les activités du World Economic Forum moi, je me souviens, même à l'époque, je consultais aussi, je regardais par curiosité leurs offres d'emploi et ils recrutaient partout dans le monde des gens qui sont en charge de, en fait, grossièrement, travailler avec le public pour s'approprier ce qui était géré auparavant par des institutions publiques, de s'approprier en fait. En fait, le World Economic Forum, depuis des années, s'organise pour se partager le gâteau de tout ce qu'il y a à prendre en fait, et de le privatiser et de se l'approprier en fait. Vous imaginez si les barrages sont mis en concurrence, ça pourrait être des sociétés lituaniennes ou polonaises qui font l'entretien des barrages français. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors, toujours sur le sujet de l'énergie au plan large, vous dites que c'est assez important dans vos travaux. La haute finance occulte certains brevets susceptibles de révolutionner notre société. Alors, dans quel but et qu'est-ce qui cache, à vrai dire ? Alors effectivement, depuis mon retour des États-Unis, c'est une période, je parle souvent des États-Unis parce que j'ai passé beaucoup de temps à investiguer la finance et puis les technologies, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des enjeux technologiques dans la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens très brillants par le passé, il y a plus d'un siècle, notamment Nikola Tesla, qui ont développé des technologies qui pourraient libérer l'humanité et remodeler complètement le mode de transport, avoir accès à l'énergie libre et de mettre en place des systèmes
de propulsion qui utilisent l'énergie ambiante, en fait. Donc on pourrait se passer de l'électricité, on pourrait se passer du nucléaire, on pourrait se passer du pétrole. Et donc la finance internationale empêche la libération de ces énergies parce qu'elles ne rapportent rien, en fait. Elles pourraient être mises gratuitement à disposition du public, permettent une très grande liberté, une autonomie, et ça, ils ne le veulent surtout pas. Donc, ils maintiennent l'humanité dans un périmètre technologique. Et là, je peux vous donner un exemple sur un brevet qui a été déposé en 1989 par Ciba-Geigy, qui s'appelle maintenant Novartis. C'était la fusion de Ciba-Geigy et Sandoz, donc un groupe suisse. Et il y a 2 scientifiques qui ont mis au point une invention. Le brevet, c'est NZ229689A et le brevet américain 5048-458. Donc en fait, dans ces brevets, ils ont mis au point un système qui permet, au niveau des cultures, et des poissons aussi, d'exposer les semences à un champ électrostatique et qui permet en fait aux graines de reprendre leur ADN original et de pouvoir se développer de manière beaucoup plus importante sans utiliser aucun produit chimique. Beaucoup plus résistante aux parasites et qui empêcherait l'utilisation d'engrais et de produits chimiques. Il se trouve que Ciba-Geigy et Novartis et la pharma en général, c'est le domaine de la chimie, Bâle. En Suisse, c'est le domaine de la chimie. Il n'y a pas que la Suisse, il y a d'autres pays. Mais donc, ceux qui contrôlent la chimie, en fait, sont détenteurs de brevets et ils empêchent l'utilisation de brevets qui permettraient d'empêcher l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires. Donc il y a une énorme hypocrisie derrière le réchauffement climatique, derrière la pollution et tout ça, en fait. Ces multinationales ont mis la main et l'oligarchie internationale financière a mis la main sur des inventions, des découvertes depuis déjà un sacré bout de temps. Donc je pense que... Donc les leaders industriels du monde entier dans le domaine de la chimie occupent, selon vous, des hautes places au sein de l'oligarchie pour bloquer, verrouiller justement cette économie potentielle. Oui, parce que ces 2 scientifiques dont je vous parle, ils sont décédés dans des circonstances un petit peu étonnantes, et les 2 en même temps. Ils ont attrapé un accident de voiture. Oui, ils ont, comme par hasard, à chaque fois des accidents, ou tous ceux qui font des choses dans leur garage n'arrivent pas à avoir de financement. Donc, Nicolas Tesla s'était fait incendier son atelier à plusieurs reprises. Voilà. Il y a JP Morgan qui avait racheté des brevets aussi. En fait, il y a beaucoup de scientifiques en fait, qui contestent l'énergie libre. D'ailleurs, vous faites un petit test. Vous tapez énergie libre dans Google. Et là, vous allez avoir plein de sites qui parlent de complots, de complotistes, de conspirationnistes. Alors, en fait, effectivement, il y a une désinformation énorme autour de l'énergie libre pour empêcher les gens de voir la vérité, de voir qu'il y a des énergies alternatives qui pourraient libérer et résoudre une bonne partie des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est que ce n'est pas seulement des brevets qui sont dans la propriété intellectuelle, c'est la conséquence d'une science qui est cloisonnée, qui empêche les gens de collaborer et de comprendre comment fonctionne notre réalité entre la thermodynamique et la physique quantique. Donc il y a des théories en fait qui sont erronées et qui empêchent d'avoir une compréhension du mode de fonctionnement de ces énergies qui sont gratuites, librement disponibles et qui pourraient être développées. Donc il faut remettre en cause certaines théories scientifiques et pour ça va être un petit peu compliqué parce que en fait beaucoup de scientifiques sont cloisonnés dans leur discipline et donc ce cloisonnement c'est un petit peu comme une matrice et il va falloir se remettre en cause. On va rester dans le domaine scientifique. On a entendu tout un tas de bruit là, ces derniers temps sur cette variole du singe. L'OMS a déclaré le 14 août une 2e urgence de santé publique de portée internationale. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode épidémique s'il n'est pas terminé ?
Alors, variole du singe, c'est la prochaine, c'est l'invention qu'ils ont trouvée pour continuer leur rhétorique de peur, d'angoisse, d'inquiétude et surtout d'injection, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte de ce qui se passe. Il y a des personnes, des autorités gouvernementales et notamment dans des pays en voie de développement, en Afrique, et d'autres. Il y a une alliance, je parle d'une alliance internationale de gens qui ont du pouvoir dans le domaine militaire, dans le domaine politique, qui cherchent à en fait stopper ce programme transhumaniste et cette volonté de cette cabale financière globaliste. Et vous citez le cas de ce leader panafricain, Banda Kani, oui, donc, qui accuse Bill Gates et l'OMS rien que moins que de crimes contre l'humanité. Exact. Donc on est face à des crimes de très très grande ampleur, un génocide planétaire. Et moi je sais qu'il y a une alliance depuis longtemps qui est en cours pour pouvoir juger ces gens. Et vous n'allez pas trop loin dans l'utilisation du terme génocide ? Non, je ne vais pas trop loin. Je dis la vérité. Mais qui sont les victimes, les victimes de ce génocide ? Eh bien, les victimes de ce génocide, c'est ceux qui acceptent de se faire inoculer quelque chose qui n'est pas un vaccin, en fait. Qui n'est pas un vaccin. Mais je vais me faire l'avocat du diable, mais si ça leur fait pas de mal de se faire inoculer cette chose, enfin moi personnellement je me suis pas fait inoculer contre le Covid-19, mais on a parlé d'injections qui étaient inopérantes. On sait qu'il y a eu aussi beaucoup d'effets secondaires de personnes qui en sont mortes. Oui. Donc on ne comprend pas très bien l'effet, il est assez différent d'un individu à l'autre. Oui, et c'est normal parce qu'on a tous une constitution différente, on a tous un système immunitaire différent. Ceci dit, le Japon a pris des mesures assez virulentes pour dénoncer ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des effets secondaires. En plus, il y a du graphène dans ces cocktails et qui permet en fait... Est-ce que vous avez une preuve de l'existence de ce graphène ? Oui, alors c'est largement documenté et je conseille... les personnes qui nous écoutent d'aller sur le blog de Liliane El-Kawam qui documente ça de manière qui est une dame suisse. Ouais, qui est libano-suisse, qui a écrit Ma postface, qui est spécialisée aussi là-dedans. On avait reçu son fils, oui. Ouais, et elle explique en fait l'agenda qu'il y a derrière. Donc tous ceux qui passent à travers ces injections, il faut qu'ils s'attendent à être tracés parce qu'il y a un lien avec la 5G en fait. On peut terminer cet entretien peut-être avec vous, Ludovic Malot, en évoquant ce projet de destitution qui a été lancé par la LFI à l'encontre du président Macron. Vous pensez personnellement qu'il n'ira pas au terme de son mandat ? Alors, c'est vrai qu'on s'était déjà dit ça de 2007 au mandat précédent et puis même de François Hollande. Qu'est-ce qui vous permet de penser ça ? Alors moi, je pense qu'il est dans une situation... dramatique, d'isolement. Moi, je pense qu'il a la marque de la bête. C'est la marque de l'intention criminelle. Je pense qu'on a trop subi. 7 ans de magie noire politique, 7 ans de mensonges, 7 ans de fraude, 7 ans de corruption, 7 ans de népotisme, 7 ans de trahison et 7 ans de vente à la découpe. Jusqu'à quand on va... laisser faire, c'est ça la question. Et vous le voyez carrément aller en prison et avant être destitué ? Moi, je pense qu'il ne démissionnera pas. D'ailleurs, il l'a dit. Ouais. Donc ça va passer par une destitution. Mais une destitution à mettre en place, je crois qu'il faut 2/3 des parlementaires. Exact. Et sachant que le RN a clairement dit... exclu qu'il voterait pour une destitution. Exactement. Donc maintenant, on connaît le vrai visage des partis qui sont en place. Donc c'est au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc si destitution il y a, à mon avis, elle viendra du peuple. Vous pensez vraiment qu'il est isolé, qu'il se sent isolé, Emmanuel Macron ?
Il a quand même tout Bruxelles derrière lui. Il a le Conseil constitutionnel, il a le Conseil d'État. Il a quand même un tas d'institutions nationales et internationales qui roulent pour lui, qui continuent à le soutenir. Oui, en apparence, ils le soutiennent. Mais en coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui veulent se venger. Ça, des informations en cours. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent se venger, qui ne le soutiennent plus, parce qu'ils se rendent compte où ça va conduire. Et il faut le savoir. En tout cas, les gens qui s'intéressent un petit peu à cette situation comprennent que les personnes qui auront aidé le président Macron, qui auront été complices de tout ce qu'il a fait, vont être redevables au niveau pénal. Ils seront inquiétés. Je pense qu'il y aura un procès important qui aura lieu. Ce ne sera pas un procès civil, ce sera un procès militaire. Parce que la gravité des événements est telle... Donc l'utilisation de la loi martiale. Exact. Je pense que ce sera géré par les militaires. Donc là... Est-ce que cette destitution pourrait entraîner la chute de l'Union européenne et même, pourquoi pas, la chute de l'euro, en tout cas une sortie de la France de l'euro ? Alors, la sortie de l'Union européenne, l'Union européenne est morte, en réalité. Là, on voit que des apparences. A-t-elle déjà existé ? Oui, alors c'est comme si c'est un écran de fumée. Mais le pouvoir, on voit qu'il est en train de leur glisser entre les mains. La France sortira de l'euro, c'est une évidence. Donc l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui va s'effondrer. On va reprendre notre autonomie et souveraineté monétaire. Donc moi, je le dis aussi, c'est très important, et je le reprécise ici, qu'il faut absolument qu'on bascule sur un système avec un système monétaire qui soit concurrentiel. Donc il faut abolir le cours légal. C'est-à-dire que l'État ne puisse pas à lui-même s'occuper de la monnaie et gérer la monnaie. Il faut que le système soit en concurrence. Donc il peut y avoir une monnaie officielle, un franc français adossé à l'or et à l'argent métal, mais il ne faut pas qu'il ait le monopole légal. Et aujourd'hui, c'est la clé, la pierre angulaire. Il faut faire sauter le cours légal. Donc, c'est pour ça que vous vouliez qu'on parle autant des crypto-monnaies. Oui, et puis je voulais aussi mentionner le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la monnaie, c'est une fonction régalienne. Non, ce n'est pas une fonction régalienne, en réalité. Pourquoi ? Parce que de toute façon, que la monnaie soit gérée par des entités privées ou publiques, on aboutit au même résultat, l'argent-dette et la ruine. Aujourd'hui, on est dans un système de cours légal, donc un verrouillage politique, mais le système est contrôlé par des entités privées. Donc ils utilisent leur larbin, le personnel politique, pour verrouiller le système. Mais dans les deux cas, on aboutit au même résultat. Donc la clé de tout ça, c'est avoir un système monétaire concurrentiel qui va imposer... Qui n'appartient à personne et à tout le monde. Voilà, et qui va imposer, en fait, déjà à la base, ça va imposer les métaux, l'or et l'argent métal, et il y aura d'autres monnaies parallèles. Si le Bitcoin il continue et puis qu'il y a des gens qui font confiance au Bitcoin, ils doivent pouvoir utiliser le Bitcoin. Et d'autres monnaies doivent être en concurrence. Et les bonnes monnaies vont chasser les mauvaises. Donc il faut laisser faire le marché. Et naturellement, on va retourner sur des monnaies qui sont adossées à 100% à des actifs réels. Merci Ludovic Malot d'avoir été avec nous pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage passionnant, l'un des meilleurs en la matière, Le suicide monétaire, sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous incite toujours à cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran et à commenter et partager un maximum nos entretiens sur TVL. Merci à vous Ludovic Malot. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.